Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF et répondez à la question jeu à la fin de chaque interview pour gagner les cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com. Richard Findiquian. Franck Lanoux, bonjour. Bonjour à tous. Grand professionnel de la radio pendant 4 décennies, ancien de Énergie et ancien patron de RMC, vous êtes celui qui a fait renaître, avec Alain Veil, Radio Monte-Carlo à partir de 2001, et ceci durant 15 ans. Vous publiez aujourd'hui le dictionnaire amoureux de la radio chez Plomb, en faisant appel à plus d'une centaine de personnalités, 114 exactement, afin de peindre l'univers de la radio et de son histoire que tous ceux qui sont dans votre livre connaissent parfaitement, de Jean-Pierre Elkabbach à Marc-Olivier Fogiel, en passant par Alain Duhamel, Philippe Cavrivière, Pascal Praud, Éric Brunet, Philippe Labro, Jacques Vendroux, Catherine Ney, Charles Villeneuve, qu'on connaît bien ici, Patrick Cohen, Ève Ruggieri, Nicolas Poincaré, Marie Gilda, Jean-Pierre Foucault, mais aussi Pierre Bélanger ou encore Jean-Noël Jeanneney. 114 contributeurs qui nous permettent de décrypter les trésors du média radio, Franck Lanoux. Écoutez, oui, c'est une très belle aventure parce que moi, ça m'a permis de rappeler tous les professionnels que je souhaitais inviter dans ce livre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à un virage, bien évidemment, de ce média, et on couvre en fin de compte 4 générations, parce que vous avez des personnalités qui vous parlent encore du meuble dans le salon, bien évidemment des grandes ondes et du transistor, toute la vague FM, bien évidemment, qui est encore très présente aujourd'hui, et puis toutes les années digitales qu'on a inaugurées maintenant il y a 10-15 ans et qui s'ouvrent maintenant à tout l'univers. Et donc c'est en fin de compte ces 4 générations qui se parlent dans ce livre et qui racontent un petit peu à coup d'anecdotes et aussi, je pense, pas de leçons, mais des éléments qui sont très forts par rapport aux médias et qui défendent ce média comme ils l'aiment. Et ça fait un livre très, très jouissif, en fin de compte, aussi bien d'ailleurs pour les professionnels que pour les auditeurs qui ont vraiment une relation particulière avec la radio. Et je crois que là, on écrit très bien comment cette relation très particulière entre les gens et leur radio fonctionne. Alors proximité, intimité, complicité, spontanéité, la radio a souvent été décrite comme un média intime, mais à quoi tient vraiment la spécificité de la radio ? C'est-à-dire qu'il y a une technologie qui disparaît. C'est-à-dire que aussi bien pour la produire que pour la consommer, on va dire, la technologie, qui est pourtant très présente et très utilisée bien évidemment par la radio, finit par disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus humain, en fin de compte, comme média que la radio. Les autres utilisent souvent des moyens de production très lourds. Il faut imprimer la veille, distribuer des journaux partout dans le pays. La télévision, elle relève maintenant quasiment de l'industrie, donc il y a toujours beaucoup d'intervenants. Alors que la radio, elle se produit très simplement, avec une table et 2 micros. Il n'y a pas besoin d'avoir une présence de la technologie très forte. C'est vraiment une discussion, une relation presque amicale qui peut s'organiser quand on produit la radio. Et puis quand on la consomme, vous êtes en mobilité totale, en voiture, chez vous. Tous les appareils maintenant permettent vraiment d'écouter la radio. La radio vous laisse faire aussi autre chose pendant que vous êtes en train de l'écouter. Et donc il y a une liberté totale, aussi bien pour la produire que pour l'écouter. Et donc c'est ça qui donne à la radio cette dimension humaine, unique, que n'ont pas les autres médias, c'est sûr. Alors votre dictionnaire amoureux de la radio nous fait voyager dans le temps, mais également dans Paris, en nous entraînant de la rue François 1er, siège historique d'Europe 1, au studio de RTL du 22 rue Bayard. On se souvient de sa célèbre façade signée Vassarelli, en passant bien sûr par la Maison Ronde, le fameux Palais Gruyère, et les studios d'énergie de l'avenue d'Iédin. Alors la radio a une longue histoire, attachée aussi à des adresses qui ont changé, certes, mais qui restent historiques, Franck Lanoux. Écoutez, oui, moi ça me faisait plaisir d'introduire ces éléments-là parce que c'est des maisons dans lesquelles, là encore, la manière de produire la radio se fait très, très spontanément, très naturellement. C'est une histoire de femmes et d'hommes qui sont ensemble, qui cherchent des idées, qui travaillent l'information, qui écoutent de la musique, qui la font partager. C'est vraiment une histoire d'hommes et de femmes qui sont ensemble et qui produisent ensemble. Et donc ça se fait dans des maisons, ça se fait dans des bureaux, ça se fait dans des studios, et ces lieux-là
sont pleins d'histoires, pleins d'anecdotes. On peut écrire des livres entiers sur la Maison Ronde, sur la rue François Ier, sur la rue Bayard ou sur la rue Guénard. Il s'y est passé une multitude de choses parce que là encore, ça s'est fait très simplement entre des femmes et des hommes qui travaillent ensemble et qui ont ce pouvoir, grâce à la radio, très simplement d'arroser comme ça un territoire entier avec des émissions, avec des jeux, avec des rencontres, avec un accompagnement merveilleux qu'est la radio. Et donc ces maisons-là, mais je serais presque tenté de dire un peu comme d'autres rédactions, peut-être même comme des maisons de couture, vous voyez, par exemple, où les gens créent ensemble, et ben ces adresses-là, elles ont pesé, elles pèsent, et puis elles disparaissent. C'est-à-dire que curieusement, la Maison Ronde est bien sur place, bien évidemment, mais vous avez remarqué que la rue François Ier, la rue Bayard et la rue Guénard ne sont plus les adresses de ces grandes maisons dans lesquelles il s'est passé tant de choses. Donc je trouve ça assez intéressant de les faire revivre ici. Alors on trouve dans votre ouvrage beaucoup d'anecdotes et d'analyses justement. Y a-t-il une radio en particulier, des animateurs ou des émissions qui vous ont particulièrement marqué, qui ont influencé votre amour pour ce média? C'est incontestable. Moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc... c'est Europe 1, non? Europe? Mon premier contact, c'était d'aller en effet physiquement dans les studios d'Europe 1. J'allais voir les jeux de Pierre Bellemare, j'allais voir le journal de Jacques Paoli, tout ça était en public. Et donc on avait accès facilement. Enfin, quand vous habitez oui, Paris, on entrait très facilement rue François Ier dans les années... On s'inscrivait, on rentrait, donc c'était facile. Et donc en effet, c'est les premiers qui m'ont en effet piqué, qui m'ont montré ce que c'était que cette simplicité, cette façon de produire comme ça quelque chose de très simple et en même temps de très magique. Et puis après, je cite toujours ce nom parce qu'il est parmi mes contributeurs et j'en suis très fier, c'est Gérard Klein. Oui. Gérard Klein est un garçon extraordinaire qui ne préparait pas beaucoup ses émissions, mais qui était un personnage... Qui n'était pas toujours à l'heure également. Alors à l'heure, il y a toujours un peu une obligation. Mais donc, non, pour être même très précis, les jours, il ne venait pas. Donc c'était encore plus pas simple. Du tout. Voilà, je ne dis pas que c'était quand même son quotidien, mais ça lui est arrivé un jour de plutôt suivre une jeune femme que d'aller à son rendez-vous avec les auditeurs. Et donc, en effet, il n'était pas là un matin. Mais c'est sûr que lui, par sa spontanéité, par son naturel, il a dit beaucoup de choses, il a participé, il a accompagné beaucoup de gens partout, en voiture, à la maison, etc. Et donc ça, moi, je trouvais ça formidable. Moi, je ne savais pas tout ça. Je l'écoutais en auditeur et je le trouvais merveilleux à l'écouter. Je ne savais pas, en effet, que c'était lui tout seul, quasiment avec son inspiration du moment et parfois surtout sans aucune préparation, qui arrivait comme ça à nous donner cette bonne humeur et nous faire partager plein de choses à la radio. Alors à propos d'anecdotes, justement, il y a celle très drôle d'Alain Duhamel qui parle d'un dîner qui réunissait chez lui l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy, et Philippe Alexandre, à l'époque célèbre chroniqueur matinal de RTL. Alors vous pouvez raconter cette anecdote à nos auditeurs? À l'époque où Pierre Bérégovoy, il est encore Premier ministre. Il est Premier ministre, oui. Il en a un petit peu assez de se faire vilipender tous les matins par Philippe Alexandre sur RTL. Oui. Il souhaite absolument le rencontrer, ce Philippe Alexandre, et donc il demande à Alain Duhamel, qui lui était à l'époque sur Europe 1, d'organiser un dîner, qu'acceptent parfaitement et Alain Duhamel et Philippe Alexandre, qui se retrouvent tous les trois à dîner chez Alain Duhamel. Mais chez Alain Duhamel, il y a une coutume, c'est, comme il le dit lui-même, 22h30, tout le monde dehors. Et donc à 22h30, il sonne la fin du dîner et les deux se retrouvent en se disant bon, on n'a pas fini de parler, continuons. Et Philippe Alexandre propose à Pierre Bérégovoy d'aller finir, de prendre un verre ensemble chez lui, chez Philippe Alexandre. Et donc la soirée a dû se continuer un peu plus tard chez Philippe Alexandre. Et donc tous les deux, ils ont bu. Bon, a priori, le climat était tout à fait correct, sauf que le lendemain matin, à 8h15, sur RTL en direct, Philippe Alexandre demandait la démission précisément de Pierre Bérégovoy. Donc manifestement, la soirée s'était parfaitement bien passée, mais il avait eu en effet la certitude qu'il n'était pas à sa place comme Premier ministre, et donc il ne fallait pas attendre, il fallait demander quelques heures après l'avoir quitté sa démission. Alors les boomers, entre autres, vont adorer votre livre car on baigne dans une douce nostalgie de l'enfance qui accompagnait les autoradios et les transistors. Pensez-vous que la radio continue d'avoir une place spéciale dans le cœur des auditeurs malgré l'émergence de beaucoup d'autres médias?
Mais il faut toujours, on a la seule manie parfois de prévoir la mort de quelque chose, alors qu'en effet, il y a des phénomènes qui se passent autour, et que la radio, qui était quasiment en situation de monopole pour accompagner les gens en direct, le transistor ou l'autoradio était le seul instrument électronique qu'on avait avec soi, portable. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, il est légèrement concurrencé par le digital, par les smartphones, et par d'autres manières pour s'informer et pour se faire plus globalement accompagner. Et donc, c'est sûr que la radio, elle a perdu ce monopole. Mais c'est pas parce que là, vous perdez un monopole que vous êtes condamné à disparaître. Donc, c'est sûr que là-dessus, il n'y a pas de photo. Si vous voulez, à l'évidence, la radio partage cette fonction-là maintenant avec d'autres, alors que pendant des années, elle avait cette exclusivité. Tous les Français écoutaient la radio. Moi, j'ai connu la radio où il y avait 87% des Français qui l'écoutaient tous les jours. Donc, c'est sûr que ça, maintenant, la radio doit partager cette fonction avec d'autres, Oui. mais ça ne veut pas dire, en effet, qu'elle va disparaître. Au contraire, elle a même des nouveaux territoires. Bien sûr, mais parce que certains en parlent comme d'un média vieillissant, je crois que ces personnes se trompent, mais les podcasts, par exemple, représenteront sans doute dans le futur une véritable bibliothèque d'Alexandrie. Alors, quels sont les grands enjeux de demain pour la radio ? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que les gens ont dans la poche un smartphone, tous les Français ont un transistor dans la poche. C'était pas le cas avant. Avant, vous étiez forcé de prendre rendez-vous dans votre voiture, dans votre salle de bain, dans votre cuisine. C'était plus compliqué. Maintenant, tous les Français ont un transistor dans la poche. Ils peuvent l'écouter en permanence. Ils ont en plus, en effet, vous le dites, ces fonctions de replay qui leur permet d'écouter la radio exactement quand ils veulent. Et ils peuvent écouter ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi je l'ai vécu chez RMC, on avait inventé l'after-foot, qui était vraiment une émission sur l'après-match pour les membres. Ils ne pouvaient pas l'écouter parce qu'ils devaient se coucher. Maintenant, ils l'écoutent le matin en se levant ou dans le car quand ils vont à l'école, et ils écoutent l'after-foot décalé. Donc c'est très bien. Donc ça fait tout ça, ça fait des ressources pour la radio. Le podcast, ça permet aussi d'ouvrir, en fin de compte, est-ce que vous dites très bien, une bibliothèque avec une multitude de documents sonores qui ont de la valeur et que les gens peuvent parfaitement écouter. C'est une autre forme de radio. Donc, si vous voulez, les pistes de développement sont multiples. Et donc, il n'y a pas de sujet sur le fait que les gens aiment bien se faire accompagner par de la radio. On peut dire que la radio, Franck Lanoux, c'est toujours une histoire de passion ? Écoutez, moi, je le pense parce que alors c'est un service, la radio, on donne de l'information, de la musique, donc les gens peuvent la consommer comme étant un service d'accompagnement qui correspond à un besoin. Mais on voit bien quand même que pour les gens qui la produisent et pour les gens qui l'écoutent, il y a une relation particulière. Et l'absence d'image, il est pour beaucoup la simplicité avec laquelle vous faites une émission de radio, sans avoir besoin de vous raser, de vous coiffer, de mettre une cravate, un costume, tout ça tombe en radio, vous êtes arrivé très librement pour faire votre programme. Bon, ça décontracte beaucoup de choses. Donc, bien évidemment, là, vous libérez votre créativité, vous libérez votre passion, vos envies. C'est un terrain de jeu formidable. Et puis, pour l'écouter, c'est pareil. Et donc, bien évidemment, la relation qui va naître avec cette absence d'image qui marche uniquement par la voix. Quand vous écoutez des gens à la radio, vous êtes concentré sur leur texte, sur leur charisme, sur leur culture, sur ce qu'ils vous apportent, aussi bien une bonne blague qu'une information ou qu'un document passionnant. Donc, si vous voulez, là, il y a forcément de la passion qui se met en jeu. Il y a un tel foisonnement de radio dans ce pays que vous êtes capable de choisir celle qui vous plaît. Donc là encore, vous la choisissez en fonction de vos centres d'intérêt et de vos passions. Donc tout ça, c'est vraiment des territoires où, en effet, la passion s'exprime et la confiance que les gens ont dans le média, c'est que c'est le média dans lequel les Français ont le plus confiance, oui. Plus que la presse et plus que la télévision, ça prouve bien qu'il y a une relation personnelle très forte, très intime entre les Français et ce média. Je rappelle le titre de votre livre, Dictionnaire amoureux de la radio, publié chez Plon, un ouvrage qui prouve que si la radio a connu son âge d'or, elle est loin d'avoir dit son dernier mot. Merci Franck Lanoux. Heureusement, je compte sur vous pour continuer à allumer la flamme. On va continuer. Merci Franck Lanoux, à très bientôt. Merci à vous.
Maintenant, voici la question jeu, les prix du livre RCF avec Cultura au Bagne, le cinéma Le Prado à Marseille et la compagnie aérienne Transavia. Quel est le nombre de contributeurs qui ont participé à la rédaction du dictionnaire amoureux de la radio de Franck Lanoux? Je répète, quel est le nombre de contributeurs qui ont participé à la rédaction du dictionnaire amoureux de la radio de Franck Lanoux? À gagner des cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion Transavia pour les premières bonnes réponses en appelant le 04 91 50 82 33, numéro non surtaxé, 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian. Suivez les prix du livre avec shop.lesshopdormarseille.com.